Et c'est comme ça que je peux le décrire. C'est un moment où je me déconnecte d'une part de moi petit à petit et je m'en rends même pas compte parce que c'est tellement progressif que je le vois pas. Mais au moment où j'ai une expérience à l'extérieur qui me fait reconnecter à cette part, je me rends compte, ah mais en fait j'étais déconnecté tous ces temps-là. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tous les blocages qui nous empêchent d'accéder à l'expression de notre plein potentiel. Et pour démarrer, est-ce que tu as envie de parler du jour où, comment tu as eu la vision que tu n'avais pas la vie qui t'inspirait et qu'est-ce que tu as ressenti en toi qui a permis de partir vers cette vie qui t'inspire et qui te nourrit aujourd'hui? Avant que ça devienne une prise de conscience claire, on a tout un tas de symptômes et de feedback qu'on n'a pas interprétés comme j'ai pas complètement la vie qui m'inspire, mais qui nous font peut-être nous dire tiens, j'aimerais changer ça, ça me va pas, ça c'est j'ai de la souffrance quand je vis ça, et tout un tas de symptômes, et dans les cas les plus extrêmes, comme c'était mon cas, bah, tu peux même compenser avec certaines addictions et tout ça. Donc je pense pas qu'il y a eu un moment comme ça spécifique, ça a été une, euh, une progressivité dans la douleur, je pense, où au début, bon, c'est pas trop fun, mais ça passe quoi. Ça passe et puis au fur et à mesure, en fait, ça passe de moins en moins. Et c'est de plus en plus dur de continuer à vivre la vie que tu mènes. Pour moi, c'était continuer à me sentir pas à ma place, continuer à ce que je dois faire des études que je détestais. Bref, différentes choses sur lesquelles c'était de plus en plus dur de continuer. Ça me demandait de plus en plus d'efforts, j'avais de plus en plus de pensées en mode putain, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller là, et pour autant je dois y aller. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais on a constamment en fait des symptômes psychologiques et physiologiques qui sont l'écosystème interne qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Mais la majorité d'entre nous sont plus attachés à vivre selon les symptômes sociaux et politiques, c'est-à-dire sont guidés par l'extérieur. Et donc, même si à l'intérieur c'est pas ouf, même si je me sens pas pleinement épanoui dans ce que je fais et ça me donne pas plein d'énergie, ben, tant que c'est ce qui permet de pas trop créer de conflits à l'extérieur, de pas créer trop d'insécurité avec l'extérieur, ben, on garde ça. Et moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de symptômes de plus en plus grands que je pouvais vraiment pas ignorer pour le coup. Euh, Parce qu'au début, tu peux les ignorer. Puis quand un jour, un jour j'avais mal au ventre, et puis j'avais 21 ans, ou 20 ans, je sais plus. J'avais mal au ventre, et puis j'ai vraiment mal au ventre. Mais pas mal au ventre, juste j'ai un aliment qui est pas passé. Vraiment mal au ventre. Et puis la nuit, j'avais tellement mal au ventre que j'appelle un médecin de nuit, ce que j'ai fait une fois dans ma vie ce jour-là. Et il vient me voir, il me dit vous avez non, il y a rien, écoutez, vous devez être constipé. Je dis ok, bon bah je suis constipé. On va bien voir ce qui se passe. Et puis le lendemain matin, je vais faire une radio, tellement j'ai mal, parce que je continue à avoir mal, je vais faire radio, ou je sais plus, scanner, bref, un truc comme ça. Un truc où on regarde ce que tu as dans le ventre. Et puis là, en fait, en allant au scanner, je, je m'écroule par terre tellement j'ai mal. Et j'arrive au scanner, ils font le scanner, ils me disent non, il n'y a rien. Donc, vous devez être constipé. Je dis ok, bon bah, je suis définitivement constipé. Et puis, finalement, le soir à 17h, je vais encore chez ma mère, et puis je dis à ma mère, je lui dis, écoute, emmène-moi aux urgences, faut faire quelque chose, quoi. Et du coup, on va aux urgences, et puis j'attends un peu comme aux urgences. Et puis, je sais pas, à 19h, ils me prennent, et là, ils me mettent la dose de morphine maximum, et sauf que, en fait, j'ai la dose de morphine maximum, et j'ai encore ultra mal, en fait. Et je me souviens, j'ai un tel niveau de douleur que je me souviens de dire à ma mère, mais mets-moi une balle dans la tête, fais quelque chose, je peux plus supporter ça. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai perdu connaissance, donc je me souviens pas de la suite. Mais ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé, il devait être 2 ou 3 heures du matin, et je m'étais fait opérer. Et ma mère vient me dire, bah, en fait, les médecins m'ont dit que si tu t'étais fait opérer 30 minutes plus tard, tu serais probablement mort, puisque tu avais fait une hémorragie interne. Et à ce moment-là, j'avais aucune, aucune
aucune raison d'avoir fait ça. Et avec le recul, je peux voir probablement la symbolique qui est que je saignais profondément à l'intérieur, en fait. Je souffrais profondément à l'intérieur, au point que cette souffrance fuit dans tout mon corps, tu vois. Et derrière, ça m'a donné quand même 7 jours où j'étais en fauteuil roulant et tout ça, et où je pouvais pas avoir autre chose que de la gratitude pour le fait d'être en vie, et pour avoir de la gratitude de pouvoir marcher, et de me rappeler que j'avais de la chance que j'allais remarcher. Et il y a des gens pour qui, ben, voilà, c'est tout le reste de leur vie. Et me demander aussi, tiens, en fait, la vie, je peux mourir à tout moment, donc est-ce que si je mourais demain, je serais heureux, en fait, de mourir avec cette vie-là? Et la réponse, c'était non. Et je pense que c'est le moment où j'ai commencé à me poser les premières questions de qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire de ma vie. Et puis après, bon, je suis revenu un peu dans l'hypnose de ce que je voulais faire, de ce qu'on attendait de moi que je fasse. Et puis, je crois que c'est peut-être 1 an plus tard où je lis Devenez ce que vous êtes, je commence à réfléchir sans avoir des réponses qui sont claires, mais au moins avoir des insights, tu vois. Des fois, t'as pas une réponse, mais le simple fait de te poser la question redonne de l'énergie, redonne de la vie, ce qui était mon cas. Et puis, 3 mois plus tard, j'assistais à un séminaire, et là, dans une visualisation, j'ai comme un sentiment que mon cœur va exploser. Ça me fait peur, en fait. J'ai vraiment l'impression que ma poitrine est en train d'exploser et qu'il se passe quelque chose de grave, mais c'est juste mon cœur qui s'ouvre. Je connaissais pas cette sensation. J'ai le corps qui se met à trembler dans tous les sens, à spasmer. Et puis finalement, j'ai les jambes qui tremblent et je finis par tomber tellement l'énergie qui circule dans mon corps, elle est forte. Et là, je me souviens, je suis par terre et je me vois pas comme un truc que j'imagine dans mon esprit, mais quelque chose qui est là, que je peux voir, qui est de me voir devant une audience de 1000 personnes en train de transmettre le message que tout est possible et qu'on a du pouvoir avec notre esprit. Et la vision était tellement claire, il y avait tellement d'amour aussi dans cette vision. C'était pas un truc de je veux prouver ou quoi, c'était du pur amour, cette vision, que je pouvais pas faire autre chose que le lendemain m'inscrire dans une école de coaching, trouver les solutions pour donner vie à ce rêve et rendre ce rêve possible et rendre cette vision possible. Et c'est là que ça a été un tournant, quoi, clairement. Je connaissais pas cette histoire. Je trouve ça incroyable et c'était ouais, c'est prenant et quand tu allais pas bien, tu te rendais enfin, tu arrives avec le recul de savoir depuis combien de temps tu allais pas bien? Ou Ouais, c'était oui, ça faisait 6 ans. Mais en fait, le problème, c'est que on nous a appris que nos symptômes, ils étaient à éradiquer. C'est-à-dire que notre société actuelle fonctionne comme ça, fonctionne avec des industries qui fonctionnent le mieux sont celles qui permettent d'éteindre les symptômes. Tu regardes l'industrie pharmaceutique, elle est là pour quoi? Elle est là pour nous permettre de plus ressentir les symptômes qu'on a. Tu regardes l'industrie de la distraction, elle est énorme, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix. La bouffe, l'alcool, toutes ces choses-là sont des distractions de nos symptômes. Et moi, j'avais trouvé une super distraction de mes symptômes, c'était de manger, tu vois, c'était ma meilleure distraction. Donc, j'arrivais à compenser ces symptômes. Tu vois, en fait, je vais pas bien, mais comme je crois que, on m'a jamais appris le sens d'un symptôme, on m'a jamais appris qu'un symptôme c'était là pour me forcer à vivre de manière authentique, et on pourra revenir là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment vivre de manière authentique. On m'a jamais appris tout ça, donc naturellement, je vis avec le script sociétal qui est un symptôme, c'est un problème et il faut l'éradiquer. Qui est d'ailleurs c'est la distinction entre ce que Donny Epstein, dans son livre, il a un livre qui s'appelle 12 Stages of Healing, donc les 12 étapes de la guérison, et toute l'introduction du livre est autour de faire la distinction entre guérir et to cure. Je sais pas comment on dit en français. C'est pas faire ouais, une cure, guérir. c'est pas pareil. Non, justement, en tout cas, je sais pas exactement. Je sais qu'healing, c'est guérison en français. Par contre, cure, c'est quoi? Je sais pas ce qu'est cure en français, mais en tout cas, lui en anglais, il fait Ouais, je vraiment sais la pas. distinction entre to cure a symptom and to heal something. Et to cure a symptom, c'est genre supprimer le symptôme.
mettre de côté. Et to heal, c'est vraiment guérir et c'est réintégrer dans le tout. Donc, on pourrait dire, si on prenait sociétalement, je vais donner cette image, puisque notre sociologie est une représentation à l'extérieur de ce qui se passe dans notre psychologie. C'est comme si il y avait une bagarre, on est dans une ville, et il y a une bagarre entre deux clans. Dès qu'ils se voient, ils se tapent. Et to cure le symptôme, c'est quoi? C'est tu prends le clan, tu prends une partie des deux clans, tu prends un des deux clans et tu le mets à côté. Quand je dis tu le mets à côté, c'est tu le mets dans une autre ville, tu le mets ailleurs. Il se cure parce que, en fait, si quelqu'un revient demain et ressemble à ce clan, ça va redéclencher chez les deux les mêmes accès de violence et toutes ces choses-là. La chose n'a jamais été guérie, c'est juste que on m'a éloigné de ça. Et to heal, c'est quoi? C'est non, on va vraiment chercher à comprendre pourquoi est-ce que les deux clans se tapent dessus et comment est-ce qu'on peut éviter qu'ils se tapent dessus. Et comment, je voulais rebondir sur, ce matin, j'ai écouté un podcast, je sais pas si c'est en lien avec ce que tu dis, mais, elle expliquait que, dans le podcast qu'en fait, quand on est enfant, typiquement l'exemple à Noël, tu sais, quand un enfant a eu des cadeaux, par exemple chez ses grands-parents et qu'il a pas eu le cadeau qu'il voulait et qu'il a de la déception, directement les parents, ils vont essayer de combler cette déception en lui disant: «Mais t'inquiète, il y a d'autres Pères Noël, il y a d'autres moments où tu vas avoir des cadeaux», pour que l'enfant vive pas cette déception. Et quand j'ai écouté ça, enfin, ça m'a fait le même écho que quand tu parlais, je me suis dit: «C'est vrai qu'en fait, depuis qu'on est enfant, dès qu'il y a une émotion un peu négative à ressentir, on vient la cacher pour pas la ressentir et en fait, ça fait qu'en grandissant, bah, tu as peur d'être déçu parce que tu as jamais appris à vivre la déception et qu'en fait, j'ai l'impression que si dès l'enfance, chaque émotion négative, on apprenait à les vivre, on n'irait pas chercher à les combler ou à pas les vivre en étant plus grand et on aurait moins de symptômes. Est-ce que c'est en lien? Enfin, ça te parle? Ça paraît Je sais pas si c'est directement en lien, mais en tout cas, ça me parle beaucoup parce que, en fait, si tu fais ça, le problème, c'est que tu n'as pas compris le message de l'émotion. Le message de l'émotion, c'est quoi? C'est de te montrer que tu vis à travers une illusion. Toute émotion est là pour te montrer que tu es en train de vivre à travers une illusion. Donc, si je suis déçu, c'est pour quelle raison? C'est parce que j'ai mis mon pouvoir à l'extérieur. J'ai cru à un moment donné que quelque chose à l'extérieur allait me remplir et me rendre heureux. Et forcément, au moment où ça n'arrive pas, euh, je suis déçu parce que la source de mon bonheur que j'ai cru extérieur, elle ne m'est pas apportée. Donc, je suis malheureux. Mais en disant à un enfant, bah, tu l'auras au prochain Noël, en fait, on renforce la source de l'illusion. On n'adresse pas la source de l'illusion qui est, non, en fait, ton bonheur, il ne dépend pas de ce cadeau. Et tu avais créé ton propre malheur au moment où tu as pensé que ton bonheur allait venir de ce cadeau. Après, c'est plus difficile chez les enfants parce que je sais pas, hein, c'est pas, j'affirme rien, mais je sais pas si les enfants ont toutes les ressources pour sortir de ces illusions et si ils sont totalement équipés pour ça. C'est sûr que c'est une illusion de penser comme ça. et est-ce que les symptômes qu'on a, ils sont forcément liés à des émotions? J'arrive pas, tu vois, aujourd'hui à faire la distinction entre des émotions qu'on a cherché à pas vivre et si, typiquement, si je reprends l'exemple de la déception, si on vivait toutes les émotions négatives, on n'aurait pas de symptômes, ou si en fait, symptômes et émotions négatives, c'est vraiment décorrélé. Et même si tu apprends mieux vivre tes émotions négatives, tu auras toujours des symptômes si t'es pas dans la bonne direction. Alors, déjà, je pense qu'il faut réajuster ce que signifie être dans la bonne direction. Et je ne vais pas en général utiliser ce vocabulaire de bon ou mauvais, bonne ou mauvaise direction, mais plutôt est-ce que tu es dans une direction qui t'inspire, qui est pour moi moins polarisée, parce qu'en fait, à partir du moment où on met la notion de bonne et mauvaise direction, on crée une peur de se tromper qui, par définition, va faire que si j'ai peur de me tromper, je vais aller chercher à l'extérieur pour me rassurer, qui me garantit que je ne trouverai jamais la direction qui m'inspire. Donc, c'est subtil, mais c'est important. Et donc, c'est quoi la direction qui est peut-être plus juste pour la révélation de qui je suis, qui est un vocabulaire que je préfère? Je dirais que pour moi, tous nos symptômes sont là pour nous montrer qu'on vit pas de manière alignée avec le soi authentique. Et le soi authentique, c'est quoi? C'est celui qui ressent
C'est celui qui est amour, gratitude, présence, certitude, inspiration, enthousiasme, qui sont les 6 sentiments synthétisés que décrit John de Martini. Et pour moi, dès lors qu'on ne vit pas à travers cet état-là, on va avoir des symptômes psychologiques et physiologiques pour nous guider vers une manière de vivre qui soit plus authentique et plus congruente et plus juste par rapport à qui on est profondément. Et comment, dans ce cas-là, tu fais la distinction entre la peur? En fait, ok, je vais prendre un exemple concret, je prends le mien, Vas-y. comme ça va être illustrer. Mais là, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je sens que c'est la bonne direction. Je sens que c'est ce que je veux faire. Mais t'as des peurs et du coup, les peurs me créent des symptômes qui font que je passe pas à l'action. Mais je suis quasiment convaincue que enfin, alors, je vais pas dire la bonne direction, du coup, ça va être polarisé, mais Ouais. je suis quasiment convaincue que c'est ce que je veux faire. Mais il y a encore des notions de peur. Et du coup, par le fait de tout ce que j'apprends, même avec vous et tout ça, je me rends compte que je pense quand même que je suis dans le bon chemin. Mais comment une personne tu vois, je trouve ça flou de faire la différence entre vraiment pas avoir de symptômes parce que tu fais la bonne chose, avoir des symptômes par peur parce que c'est nouveau. Il faut pas forcément les écouter et ça veut pas dire que t'es pas dans la bonne direction. Ouais, ok, je vois. C'est quoi les symptômes? Ça dépend quels sont les symptômes. Bah, je sais que par stress, par exemple, je peux encore avoir, alors j'ai pas envie de parler de compulsion alimentaire parce que c'est trop gros et c'est pas du tout le cas, mais tu vois, Ouais. un jour par exemple, hier, j'ai fait un premier live, tu vois, et c'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, j'étais un peu stressée et j'ai bu beaucoup plus de café dans la journée. Je sais que c'était pour combler le stress, mais c'est pas que c'était une mauvaise chose. C'est juste, c'était nouveau et en fait, ça correspondait à fond à ce que je veux faire le plus souvent. Et du coup, ça m'a créé des symptômes. Et je pense pas pour autant qu'il aurait pas fallu que je le fasse. Et ça, en fait, et j'ai plein de cas autour de moi de gens qui vont vivre les mêmes choses. Ouais, je comprends. On va passer 1 heure et demie sur cette question, hein, mais c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se posent cette question. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Hein. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées pour vraiment faire une distinction qui est claire parce que je comprends que la distinction elle peut être très fine. Si on revient à la base de la peur, ce qu'est la peur, c'est la perception que dans le futur, je puisse expérimenter une situation qui va m'apporter plus d'inconvénients que de bénéfices, qui est toujours une projection d'un moment où dans le passé, moi ou quelqu'un d'autre que j'ai vu a vécu plus de bénéfices que d'inconvénients ou inversement. Et donc, constamment dans notre passé, enfin, tout au long de notre vie, on va, à différents moments, créer des perceptions qui sont incomplètes et dans lesquelles on perçoit que telle situation va nous apporter plus de bénéfices, telle situation va nous apporter plus d'inconvénients. Et de là, toutes ces perceptions incomplètes sont stockées au niveau de l'hippocampe et au niveau de notre cerveau. Donc, chacune de nos perceptions incomplètes est stockée dans la mémoire. Cette mémoire, elle est là pourquoi? Pour nous permettre que dans le futur, on ne fasse plus ces soi-disant erreurs qui sont des illusions, mais on y reste, elles existent quand même dans notre cerveau. Et donc, de là, on va avoir des peurs qui émergent, mais ces peurs sont là également pour nous informer de nos illusions et des attentes irréalistes qu'on met sur certains résultats. Donc, j'ai pas forcément tous les détails de ton live, mais si tu as peur, c'est peut-être pas parce que le live n'est pas ce que tu dois faire, mais c'est peut-être parce que tu crois que réussir ce live selon certains standards arbitraires que tu t'es donnés, qui est sûrement en subordination à certains modèles que tu as, que tu admires et que tu vois faire des lives de cette manière. Donc, tu as certains standards conscients ou inconscients à propos de qui tu dois être, qui tu dois pas être dans ce live, qu'est-ce que tu dois réussir, qu'est-ce que tu dois pas réussir dans ce live. Ce truc crée des conditions à propos de comment ce live doit être fait. Ces conditions te mettent dans un état de tension où tu dois réussir à te conformer à l'image que tu as créée de qu'est-ce qu'était un bon live. Et là, on a la naissance du bien et du mal, du bon live et du mauvais live,
qui crée la peur. Ça veut pas dire que faire ce live est pas la direction juste, mais ça peut être soit effectivement la direction, soit ce que je me demande d'être dans cette direction. Et si je me suis mis des standards, certains standards et une définition du bien et du mal à propos de ce qu'est un live, je ne suis plus authentique dans ce live. C'est-à-dire que je suis en train, inconsciemment, de me conformer à ce modèle. Et de cette inauthenticité va naître des symptômes pour m'amener à me libérer de cette conception illusoire en subordination à des modèles, pour me laisser faire ce live d'une manière pleinement libre et d'une manière qui est singulière, qui est la mienne et qui est celle qui m'inspire profondément, celle dans laquelle il n'y a pas la peur de ressembler ou de ne pas ressembler, d'être ou de ne pas être, de réussir ou de ne pas réussir, mais il y a juste l'inspiration et l'enthousiasme et la présence d'être là parce que c'est ce que j'ai profondément envie de faire. C'est trop fort, ouais. Non, mais à t'écouter, c'est ça. En fait, non, mais je me rends compte, et je pense qu'on peut continuer un peu là-dessus, parce que si ça me parle autant, ça parle forcément à d'autres personnes. C'est en fait à quel point les symptômes, je les ai souvent associés à l'action en elle-même ou à la typologie d'action en elle-même. Alors qu'en fait, le symptôme, ça peut être aussi quelque chose plutôt intérieur qui vient dire que c'est pas la direction qu'on prend qui est pas la bonne, c'est la manière de procéder qui est pas la bonne, parce que, comme tu l'as dit, on a déjà des attentes irréalistes qui, je les avais pas mis à quel point elles peuvent aussi attirer à cette typologie d'événements. Et aussi, on a des attentes irréalistes à comment faire, et qu'en fait, du coup, de ce que tu dis, les symptômes sont aussi là pour nous dire, tu fais la bonne chose, mais pas de la façon qui te correspond à toi. Pas de la manière qui est authentique pour toi. Ou avec des attentes irréalistes aussi, qui est que j'ai mis mon pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. J'ai eu 2 fois peur entre hier et aujourd'hui. Hier, lors de l'organisation de la première cocktail party, dont on pourra reparler, c'est un concept que j'adore. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que je le faisais. Et je peux me raconter que c'est juste la première fois que je le fais. Et donc, si c'est la première fois que je le fais, c'est normal que j'ai peur. Alors, je suis d'accord avec ça, mais pas que. Et hier, au moment où je commence à sentir une forme de stress qui monte autour de faire d'organiser cet événement chez moi, je vois et je suis très conscient des pensées qui arrivent et je me demande, ok, quelle attente j'ai qui me fait avoir peur, puisque je ne peux pas avoir peur sans attente. Si j'ai peur, c'est forcément que j'ai créé des conditions à comment je voulais que ça se passe. Si j'ai pas d'attente à propos de comment ça se passe, ben je suis juste présent. Mais mes attentes créent ma peur. Et je vois qu'à un moment donné, quand je me pose, les attentes que j'ai, c'est je veux que un des premiers paradoxes, c'est je veux ne pas montrer de signes de stress, qui est le meilleur moyen de montrer des signes de stress. Je veux cacher. C'est stupide. En tout cas, je veux montrer l'image et le personnage de je suis content de vous avoir et je suis à l'aise d'être avec vous. Ce qui est vrai d'un côté. Mais il y a aussi une autre part de moi. Une autre part de moi qui, qui met de l'enjeu et qui a envie que ça se passe bien et qui a envie que les gens passent une bonne soirée et qui a du coup peur que les autres passent pas une bonne soirée et que tout ce truc-là. Et en fait, au moment où j'en prends conscience, je vois que je peux le nommer. Et au moment où je m'autorise à m'imaginer dans l'introduction de cette soirée, introduire en disant voilà, je suis très content de vous avoir. Et de l'autre côté, je suis aussi un peu stressé parce que X, Y, et j'ai peur de ça. Bah en fait, là, je suis authentique. Parce que c'est vrai. Et je suis pas en train de mettre de côté une part de moi. Et au moment où je dis ce qui est vrai, l'entièreté de ce qui est vrai, c'est comme si d'un coup, j'avais l'impression de revenir en moi et d'être vraiment moi. Et quand je suis vraiment moi,
il y a juste l'inspiration d'être là et il y a juste la présence d'être là. Alors que quand j'essaie de renier une part de moi, qui est peut-être celle qui a peur de ne pas être validée, par exemple, en fait, elle vient amplifier les différents symptômes pour me laisser savoir que je suis pas complet, en fait, dans cette situation. Attends, parce que je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, pour l'avoir vécu plein de fois, j'y arrive pas aussi facilement que tu l'as fait. Concrètement, tu as fait quoi? C'était quoi? Visualisation, un peu méditation? Alors, déjà, il y a eu un moment donné d'inconscience où juste je vois que j'ai différents symptômes physiques. Donc, les symptômes physiques, c'est pas je m'écroule par terre et je vais bientôt mourir. C'est j'ai le cœur qui bat un peu plus vite, j'ai peut-être les pensées un peu moins claires, je commence à m'agiter, à bouger et tout, mais pas dans une direction très claire, tu vois. Je commence à bouger et tout ça. Et puis, un quart d'heure après, euh, là, je médite peut-être 10 minutes. Et au moment où je médite, ben, là, c'est quelque chose qui est clair pour moi et je sais quel est mon enjeu, quelle est ma peur, qu'est-ce que j'ai peur de perdre, puisque la peur est toujours reliée à la peur de gagner la peur de gagner ce que je veux éviter ou la peur de perdre ce que je veux gagner, ce à quoi je suis attaché. Et, euh, et la peur arrive toujours avec une dualité des scénarios. Il n'y a pas de peur, la peur elle est toujours liée au futur, il n'y a pas de peur s'il n'y a pas dans mon esprit une dualité des scénarios. Donc, un bon scénario, un mauvais scénario. Ils ne sont pas forcément conscients, mais ils existent pour que je puisse ressentir de la peur dans mon corps. Et au moment où je mets de la clarté, en fait, sur la dualité des scénarios qui, jusqu'à ce moment-là, étaient inconscients, ça me redonne du pouvoir. Parce que au début, j'ai juste une dualité des scénarios, mais dont je suis même pas conscient. Juste, c'est désagréable dans mon corps. Et je me déconnecte pour pas vraiment avoir cette sensation, ce qui me fait m'agiter. Et puis derrière, j'ai la deuxième étape, c'est qui est la première étape entre guillemets du process, mais qui est la deuxième étape de mon expérience. La deuxième étape de mon expérience, c'est je veux m'arrêter pour prendre le temps de ressentir ce que je ressens et de mettre de la conscience sur c'est quoi les deux scénarios que je suis en train de projeter, le bon et le mauvais. Une fois que j'ai mis de la conscience sur quels étaient les deux scénarios qui, jusqu'à maintenant, étaient en arrière-plan, là, je peux prendre le temps de ressentir le mauvais scénario et juste déjà être avec. Ça diminue de 80% la peur. C'est un truc c'est ça qui est assez dingue, c'est que ce qui est le plus désagréable dans la peur, c'est de vouloir ne pas la ressentir. Et au moment où je m'arrête pour la ressentir, elle diminue de 80%. Et la dernière étape, c'est et dans le pire des cas, si cette peur elle arrivait, en quoi ça serait une opportunité pour moi? Et là, une fois que j'ai ressenti ça, que je suis avec, je vais me poser cette question et je vais me demander c'est quoi aussi les inconvénients de mon scénario idéal. Et dans un dernier temps, je peux aussi me demander qu'est-ce que j'ai maintenant que je les ressens. Un, je l'ai reconnu. Deux, je l'ai ressenti. Trois, je l'ai équilibré. Quatre, je peux aussi me demander qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour me sentir mieux et pour que ce moment que je m'apprête à vivre soit en alignement avec l'intention que j'avais. Et donc là, je me rends compte que ah tiens, il y a quelque chose à ajuster dans ma communication, dans comment j'introduis ce truc-là. J'avais prévu ce discours, mais en fait, ce discours-là, il n'est pas vrai pour moi. Donc, je vais en faire un autre. Et j'ai besoin d'ajuster ça. Pareil, ce matin, j'avais une interview et je vois que, pareil, je stresse et je vois qu'au moment où je scripte pas toute l'interview, mais je scripte l'intro quand même, surtout en anglais, parce que je suis pas aussi à l'aise qu'en français. Et donc, je scripte l'intro et je vois que dans mon corps, quand je m'imagine en train de faire cette intro, il manque quelque chose. Euh, il manque quelque chose et au moment où je m'autorise dans l'intro à nommer que je suis stressé parce que l'anglais n'est pas ma langue native et que c'est la première fois que je suis dans ce cas-là, d'un coup, c'est comme si
la peur descendait à 1% et la peur devient juste quelque chose qui m'active et me permet d'être pleinement mobilisé, mais dans quelque chose d'agréable. Tu vois? Je vois carrément et j'étais en train de visualiser ce que j'ai fait hier parce qu'au final, quand je l'ai fait, j'avais plus cette peur et c'est vrai que j'ai annoncé dès le début que j'étais un peu stressée et que c'était nouveau pour moi et c'est vrai que le fait de l'avoir dit, la pression, elle est un peu tombée Mmh. et en t'écoutant, je me rends compte à quel point c'est vrai qu'il y a des fois, quand la pression reste, c'est parce qu'on refuse d'assumer que l'événement nous fait peur. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une part de ça et tu as réussi à être en paix totalement avec le fait hier que l'événement, il se passerait peut-être pas comme tu avais prévu? Ouais et tu vois, de toute façon, toutes nos émotions sont aussi à un moment donné, liées à une exagération de notre pouvoir et une minimisation de notre pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'exagère mon pouvoir au moment où je veux et je suis attaché à ce que l'événement se passe bien. En fait, j'exagère mon pouvoir. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de comment se sent chaque personne et c'est pas ma responsabilité. Moi, je peux faire du mieux que je peux, mais est-ce que je suis responsable que il y en ait un qui soit pas qui passe une mauvaise journée? Est-ce que je suis responsable qu'il y en ait un qui traverse une passe difficile dans sa vie? Est-ce que je suis responsable qu'il y en ait un qui arrive et qui se dise ah putain moi j'ai une plus petite maison et qui commence à se minimiser inconsciemment parce que la maison comme ça et un autre qui se dise ah en fait j'aime pas cette maison, j'aime pas les couleurs, c'est mal décoré et ça le tu vois, je suis pas responsable de tout ça. Donc ma peur vient toujours du fait que j'exagère mon pouvoir et je crois avoir le contrôle dans ce que les autres vont penser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu peux pas exagérer ton pouvoir sans le minimiser au même moment. Exagérer son pouvoir, c'est croire que tu as le pouvoir sur les autres, mais au moment où tu crois que tu as le pouvoir sur les autres ou sur l'extérieur ou sur l'environnement, inconsciemment, c'est aussi là où tu n'as plus le pouvoir sur toi-même, parce que ton attention est à l'extérieur. Et au moment où j'exagère mon pouvoir en croyant que je peux contrôler l'expérience des autres, c'est aussi au moment où je mets des conditions qui est que les autres aient une bonne expérience, pour que moi je puisse faire une bonne expérience, qui est une minimisation de mon pouvoir dans le sens où mon expérience peut être exceptionnelle, peu importe ce que pensent les autres, qui est là où réside mon véritable pouvoir, mon expérience. Donc selon toi, hier, par exemple, t'étais seulement hier soir, donc à la soirée, tu étais seulement responsable de comment tu vis enfin, pourtant, c'était quand même ta soirée, tu as quand même un impact sur le fait que les gens passent une bonne soirée. Ouais, mais c'est le paradoxe, c'est que là où j'ai le plus d'impact, c'est dans m'assurer que je sois dans l'état interne le plus riche possible. Et qu'au moment où je commence à mettre mon attention sur comment se sent quelqu'un d'autre, c'est le moment où je commence à stresser et que mon état interne commence à diminuer et que je maximise la chance, la probabilité que quelqu'un d'autre se sente mal parce qu'il me sent. Et tout le monde commence à se sentir mal. Alors que si moi, je suis heureux d'être là, c'est contagieux. Et le fait que je sois heureux me demande de rester connecté à mon intention. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est super dur à faire. Il y a plein de moments où je suis hyper heureuse de faire quelque chose et pourtant je suis tellement stressée que je sais que l'émotion que je transmets, elle est négative ou froide. Enfin, je sais parce que c'est mon stress qui parle. Alors que foncièrement, je suis hyper heureuse d'être là. Comment tu arrives à te reconnecter à ça et à vraiment... parce que je pense que enfin, ça parlera à plein de personnes. C'est ce truc où tu es content, mais tu n'arrives pas à ressentir parce que justement, tu mets trop d'attentes et trop de projections. Et en prendre conscience et du coup, restopper l'émotion. Euh, Peut-être que ça doit prendre des années. Et peut-être qu'il n'y a pas de raccourci. OK. Ouais, c'est vrai. En fait, peut-être que du coup, il y a aussi une attente irréaliste au fait que ça aille plus vite et Ouais. qu'on s'imagine qu'en comprenant certaines choses, on arrivera à les mettre en place, alors qu'en fait, même si tu les as compris parce que tu t'y intéresses, ça doit juste prendre du temps à les mettre en place. Et du coup, ça me fait En fait, c'est comme une si tu petite me disais pensée. comment tu fais pour jouer comme ça au tennis. Euh, Comment tu fais pour jouer avec aussi bien au tennis et je veux dire, bah, en fait, ça fait
je me suis entraîné pendant 10 ans tous les jours, 4 heures par jour, 4 à 6 heures par jour. Et toi, ça fait pas 2 ans que tu joues au tennis et tu t'entraînes 1 ou 2 heures par jour. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et il y a toujours un niveau d'après à aller chercher. Il y a pas, en fait, je crois que c'est aussi faire. Je crois qu'il y a une clé en fait dans la question que tu m'as posée, c'est commencer par faire le deuil de la destination et faire le deuil qu'il y a un jour où je ne ressentirai plus de symptômes, où je ne ressentirai plus d'émotions, où je serai pure authenticité, pure présence tout le temps, pure gratitude tout le temps. C'est une subtilité importante dans ce que je raconte, c'est que chaque fois qu'on n'est pas authentique, on va faire l'expérience de symptômes, mais je n'ai à aucun moment dit que c'était un problème de faire l'expérience de symptômes. Tu penses que tu es authentique maintenant dans tout ce que tu fais? Non? Ah ouais, donc ça veut dire que ouais. Et dans tes relations, par exemple, t'arrives à l'être? Oui et non. Oui à certains moments, non à d'autres. Je peux pas te dire mieux que ça. Non, mais c'est génial comme réponse. Désolée, c'est que je processe, mais en fait, elle est top comme réponse parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a un biais aussi un peu dans le dev perso, c'est que tu as l'impression que si tu as les outils, tu es censé aller bien ou tout bien faire tout le temps et qu'en fait, tu Non. n'acceptes plus qu'il y a des moments où ce soit plus difficile. Et alors qu'en fait, ouais, en fait, je pense que tu vas déculpabiliser aussi beaucoup de personnes à se dire que c'est pas parce que tu as les outils que ça fonctionne tout le temps et que des fois, bah, comme tu dis, c'est comme le tennis, tu as un temps d'apprentissage et ça peut mettre des années si pour toi, ça mettra des années. Je crois que c'est une Mais du question en coup, fait de. Je suis toujours je suis toujours aussi inauthentique qu'avant. Juste le temps et l'amplitude dans lequel je suis inauthentique a diminué. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais rester 7 ans à côté de mes baskets et pas m'en rendre compte. Aujourd'hui, ça va durer 1 heure, 2 heures, et au bout d'1 heure, 2 heures, je vais le voir et je vais avoir les outils. Mais il y a toujours ces moments d'inconscience et j'en ai tous les jours. Tous les jours. Même dans certaines périodes, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui est off en moi pendant, pendant, pendant 2-3 semaines, tu vois. Et je vois pas ce que c'est. J'arrive pas à voir. J'arrive pas à sentir. Et pendant 2-3 semaines, je sens que je suis pas très inspiré. Je suis pas présent. J'ai la main facile sur mon téléphone. J'ai différentes choses comme ça qui me montrent ça. Et pour autant, je suis dans mon hypnose. C'est-à-dire que une part de moi le sait, mais celle qui le sait n'arrive pas à reprendre le contrôle. Et à d'autres moments, il y a d'autres périodes, j'ai l'impression de pas y rester plus de 10 minutes. et tu as un exemple à donner, si tu es OK, d'une période comme ça pendant 3 semaines, peut-être t'étais pas inspirée, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est des prises de conscience que tu as eues finalement? C'est des rencontres? C'est des moments où tu es passé à l'action? Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti de cette période? À chaque fois, ce qui m'a le plus aidé, c'est de reconnecter à ce qui me fait être en vie. Je te donne un exemple, je pense que euh, cet hiver, j'étais pas malheureux, j'étais j'étais bien, mais il y a eu des périodes cet hiver où j'étais bien, mais j'étais pas vivant. Je sais pas si on voit la différence. Euh, genre, je sais des moments où j'étais pas bien, mais là, j'étais pas bien, mais juste, j'étais pas complètement vivant, tu vois. Euh, et donc, la vie allait bien, franchement, la vie allait bien, j'étais pas malheureux, j'avais pas de, plutôt joyeux, tout ça, mais c'était un truc subtil, fin, mais qui me manquait. Et, euh, et quand j'ai fait l'événement Mastery, là, en janvier, je crois, non, ouais, fin janvier, en fait, ça m'a reconnecté à quelque chose en moi. Et de là, quelque chose a été reconnecté, en fait.
Donc, et à chaque fois, en fait, ce qui m'a aidé, c'est de revivre une expérience où, putain, c'est pas facile à décrire. La manière dont je le décris, c'est à travers la métaphore de la grenouille qui est connue. C'est, en fait, il y a une, expérience qui a été faite avec des grenouilles, c'est que si tu mets une grenouille dans l'eau, chaude, et que au début, l'eau, elle est à 16 degrés, puis tu la montes à 17 degrés, puis tu la montes à 18 degrés, puis tu la montes à 30 degrés, en fait, elle se laisse mourir. Alors que si tu l'avais mis directement à 45 degrés, elle aurait tout fait pour se débattre et elle serait sortie immédiatement de cette eau. Mais quand tu t'éteins progressivement, c'est juste le moment où tu reconnectes à cette part qui était déconnectée, que tu te rends compte, ah merde, j'étais déconnecté ces temps-là, ces derniers temps. Et c'est comme ça que je peux le décrire. C'est un moment où je me déconnecte d'une part de moi petit à petit, et je m'en rends même pas compte parce que c'est tellement progressif que je le vois pas. Mais au moment où j'ai une expérience à l'extérieur qui me fait reconnecter à cette part, je me rends compte, ah mais en fait j'étais déconnecté tous ces temps-là. Et il y a sûrement une infinité de parts dont je suis déconnecté aujourd'hui, dont j'ai même pas conscience. Et une fois que tu t'es reconnecté à l'événement, tu arrives à voir exactement la part de toi qui était manquante? Non, mais par contre, comme j'ai de nouveau accès en moi, je peux de nouveau entendre ces messages et je vais la suivre. Mais je la nomme pas, enfin tu vois, ça se nomme pas, ça s'expérimente dans les sensations. Ouais, ouais, quand je posais la question, j'attendais pas une manière de la nommer, mais c'était plus une manière de te rendre compte que c'est ça qui t'a reconnecté et d'aller chercher ce type de moment ou d'expérience pour être Ouais. sûr de plus te redéconnecter. Ouais, bah en fait, pour moi, par exemple, c'est ce type de moment où je transmets et je transmets en étant connecté aux gens à qui je transmets. Et ça, pour moi, c'est un de mes élans vitaux. Et si j'ai pas ça, je meurs petit à petit, comme la grenouille. Et cet hiver, t'en avais pas fait? Non. Et c'est pour ça, tu vois, que notre business model, il a pas de sens par rapport à ce qui serait le plus optimal d'un point de vue chiffre d'affaires, croissance, tout ça. Parce que, en fait, mon élan vital est plus important que ce que les business coachs disent qu'il faut faire et de ce qui marche pour l'extérieur. Et j'ai besoin d'avoir constamment des moments où je peux transmettre, où je peux transmettre, où je peux transmettre et me sentir connecté aux gens où je transmets. Et si j'ai pas ça, c'est comme si je me déconnectais de ma raison d'être et je commençais à m'autodétruire et à mourir petit à petit. Et l'autre truc que je me suis dit quand t'as parlé, c'est, tu eu entre guillemets, parce que j'aime pas utiliser le terme de chance, mais il y a une partie de plutôt enfin, il y a eu le bon moment qui t'a reconnecté à la part de toi, qui est lié aussi au fait que ça fait des années que tu es dans cette industrie. Mais si une personne qui nous écoute, elle sent qu'elle se déconnecte progressivement, comment on peut l'aider à retrouver la chose qui la connecte? Parce que comme tu l'as dit, t'as pas senti ce qui t'a manqué. Donc c'est un peu je sais pas comment dire, c'est pas une terme de chance, mais c'est un peu, il y a eu la chose qui a fait que tu t'es reconnecté, mais comme tu n'avais pas conscience que c'est ça qui te manquait, s'il n'y avait pas eu cet événement, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais toujours dans le même état que cet hiver. Et du coup, si on sent qu'on se déconnecte, comment on peut, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour savoir ce qui nous manque? Déjà, j'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense que la première chose, moi, ce qui m'a toujours aidé, c'est de me reconnecter à des humains. C'est que quand je suis déconnecté, euh, souvent c'est l'extérieur qui m'aide. Et c'est le contact avec les humains. Et dans le monde du business en ligne, c'est tellement facile de plus avoir de réels moments de profonde connexion avec des gens et de pas se rendre compte qu'il y a cette part qui meurt petit à petit chez nous. Donc, je dirais ça, mais en fait, je dirais pas ça aussi, parce que je pense qu'il y a il y a des moments où tu as besoin d'être seul aussi. Non, j'ai aucun conseil là-dessus. Ok, ça me va aussi. Non, Et j'ai aucun conseil et je dirais plutôt,
J'ai l'impression d'être dans Inception quand je réfléchis à cette question parce que je vois en fait la limite de chacune des réponses que je peux donner. Je pense que même si tu envoies la limite, ça peut aider quand Ouais, même. Enfin, te bride pas. je dirais avoir beaucoup d'amour pour soi-même dans cet espace de déconnexion. Et, et s'aimer aussi dans sa déconnexion. Parce que je crois que ce qui nous limite le plus à nous reconnecter, c'est notre jugement de notre propre déconnexion. Et du coup, la peur et l'impatience qui nous fait chercher à l'extérieur un sentiment de reconnexion à nous-mêmes, qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut aller à l'intérieur de nous-mêmes que lorsque on n'est pas impatient, on n'a pas peur d'être en train de se tromper, de faire une erreur, tout ça. Donc, ouais, je dirais juste, ça paraît vraiment trop facile et trop simple et trop évident, je pense, dit comme ça, mais je crois que vraiment la clé se trouve dans l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes, dans des états internes qui ne sont pas valorisés par la société. Et que au plus est-ce qu'on est capable de s'aimer dans toutes nos parts, au plus est-ce qu'on peut avoir des réponses qui sont authentiques. Toutes les parts pour lesquelles on est incapable de s'aimer, on va chercher à les éviter alors qu'elles ont quelque chose d'extraordinaire à nous révéler. Et il y a un livre qui m'a beaucoup parlé là-dessus, qui s'appelle Care for the Soul. Care of the Soul. Ouais, Care of the Soul. Qui justement explique que l'âme, elle n'a pas de notion de c'est bien, c'est mal. Et que parfois, elle va avoir des manières de nous communiquer des messages à travers des états qui ne sont pas valorisés par la société. Et que parfois, la dépression est nécessaire. Parfois, la tristesse est nécessaire. Parfois, la flemme est nécessaire. Parfois, le dégoût est nécessaire. Et que notre manière de juger certains états internes de bien ou de mal sont justement ce qui nous empêche d'accéder à certains messages de notre âme. T'entends quoi par état interne qui est pas accepté par la société? C'est quoi? C'est le Bah, fait d'aller mal, justement? ouais, bah, tout tout ce qui allait mal, en fait, ouais, effectivement. Tout ce qui est, regarde la réaction des gens et l'espèce de honte et de malaise, des gens si demain tu vas dans un networking et on te demande comment ça va et tu dis: «Ben, en ce moment, je traverse une dépression». Tu vas voir le niveau de malaise que ça crée chez les gens autour. Ils savent pas quoi dire. Tu sens que ça active en eux tellement de peur que du coup, certains vont essayer de te rassurer très rapidement alors que tu n'as rien demandé. D'autres vont baisser la tête et essayer de changer de sujet. Euh, c'est dingue en fait à quel point c'est des choses qui nous font flipper et qu'on veut éviter à tout prix. Et si on veut les éviter à tout prix chez les autres, ça montre à quel point on veut les éviter à tout prix chez nous. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans ma propre vie, j'ai vu que j'ai pu à certains moments avoir une profonde jouissance dans des états dépressifs à partir du moment où j'ai accepté de les ressentir. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai j'ai eu ça pendant peut-être 10 jours ou 10 jours cet hiver en septembre, je crois. J'avais fait un post d'ailleurs là-dessus. Et pendant 10 jours, je me sens un peu déprimé. Genre, ouais, vraiment un peu déprimé pendant 10 jours. Et au bout du 10e jour, un jour, j'ai vraiment plus d'énergie en me levant le matin. Et je me lève et je me dis juste, je vais déprimer aujourd'hui. C'est le premier jour dans les 10 jours où je m'autorise vraiment à déprimer et où je laisse l'espace pour ça. Et en fait, au bout de 2 heures à déprimer, avec un livre, en cherchant pas à aller bien, en cherchant pas à parler à ma chérie, en cherchant pas à sourire, tout ça, il y a une profonde jouissance, tu vois, qui s'installe au fond de moi et je connecte à une forme d'amour, de profonde joie, comme si j'avais besoin de traverser cette dépression pour pouvoir aller à la joie. Et c'est comme si on prend la métaphore, c'est comme s'il y avait un gros banc de nuages et que je voulais aller voir le soleil. Mais en fait, je ne peux pas aller voir le soleil sans traverser ce banc de nuages, en fait. Je suis obligé de le traverser.
Et si je regarde ailleurs, ok, je peux regarder ailleurs, mais je verrai pas le soleil. Et il continuera à manquer quelque chose à l'intérieur de moi. Et est-ce que du coup, c'est parce que tu as accepté que tu l'as vécu aussi bien, mais est-ce que si tu as eu besoin de ces 10 jours de pas bien, c'est pas parce qu'il y avait déjà peut-être 4 semaines avant où tu acceptais pas de ressentir ces émotions? Non, parce qu'il y avait pas. Non, c'est pas 3-4 semaines avant. Plus. C'est 20 ans avant. Ah, C'est OK, pendant bon 20 d'accord. ans, en fait. Ouais. Mais on est d'accord, c'est plus pour moi que je te pose la question pour être sûre de comprendre ce que tu expliques, que si tu avais accepté plus tôt toutes les émotions que tu ressentais, tu aurais pas vécu ces 10 jours. Probablement. Ou pas. Euh, je dis probablement parce que. Et derrière, je dis ou pas parce que je pense que. On stocke des mémoires et des émotions dans notre subconscient. Et que. Elles remontent au moment où on est prêt. Tu vois. Et je sais pas, en fait, cet état interne. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'était pas. Et si, d'ailleurs, je le sais, en fait. Je sais que c'est une part de moi c'était une part de moi que j'avais reniée très tôt. Enfin, en tout cas, quand j'ai vraiment laissé l'émotion, j'ai eu différentes images qui me sont arrivées et je pouvais me voir à 8 ans, je pouvais me voir à 9 ans, sans être capable de décrire exactement qu'est-ce qui se passe, tu vois, quel moment c'était et tout. Mais je peux voir une tristesse de l'enfant de 8 ans, je peux voir tout ça. Ça passe rapidement, tu vois, j'ai pas la scène ou quoi, je peux juste voir l'image de l'enfant de 8 ans qui est triste, des trucs comme ça. Et je pense que euh, tous ces, toutes ces parts qu'on a mis de côté, qu'on a aliénées, parce que ben, dans l'environnement dans lequel on grandissait, c'était juste pas possible à ce moment-là de les transmuter, de les intégrer. Il y a un moment donné où c'est le moment, tu vois, et c'était le moment pour moi à ce moment-là. Donc je crois que oui, on pourrait ne pas avoir à vivre tout ça si on n'avait jamais mis de côté tout ça, mais en fait, si tu me dis, s'il y a 3-4 semaines, tu avais laissé passer l'émotion et tu avais pleinement vécu ça, tu aurais pas eu à le vivre? Bah non, parce qu'en fait, j'ai des trucs que j'ai stockés depuis tellement longtemps et tous, tu vois? Qu'il y a un moment donné où il faut que ça remonte. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, imagine demain, je vais pas bien du tout, ça peut être lié à quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 9 ans et ça arrive comme ça sans raison? Il y a probablement quelque chose qui la trigger aujourd'hui, dans ton environnement, mais peut-être un truc, À une goutte d'eau, que quoi. ouais, une goutte d'eau. Par exemple, j'en sais rien, des fois, c'est évident, tu vois? Des fois, c'est évident, c'est genre, tu ton père qui était, heu agressif, donc c'est l'image de l'homme agressif, tout ça. 20 ans plus tard, tu as un homme qui est agressif avec toi, boum, ça réactive tout ça, ok, très bien. Mais des fois, c'est ton père, il était agressif et t'as un moment, t'as un moyen, t'as un souvenir d'un moment où ton père est agressif, il a un t-shirt jaune et 30 ans plus tard, tu vois un mec avec un t-shirt jaune et il n'a pas été agressif ou quoi, mais ton subconscient a tellement fait le lien que le simple t-shirt jaune réactive tout ça. Faut faire attention au Mais t-shirt ça, jaune. non, mais je suis en train de me dire qu'un truc que j'avais pas compris, c'est des fois, il y a des petits trucs qui vont me créer des émotions, mais c'est futile. Enfin, je sais il se passe rien. Et Ouais. en fait, c'est lié au fait que avant, dans le passé, cette même émotion a créé des symptômes beaucoup plus forts et c'est juste un Mhm. trigger d'une émotion. Comment tu fais quand ça arrive? Genre là, si on reprend l'exemple du t-shirt jaune, c'est aller rééquilibrer la perception dans le passé du même moment? Ça va dépendre. Je vais le faire de deux manières. Soit c'est ultra clair. Je vois à quelle charge ça me renvoie. Et du coup, c'est l'occasion pour moi, effectivement, d'aller équilibrer la perception de base qui a créé ça. Euh, et de me libérer aussi de la perception présente. Soit des fois, je peux avoir un autre process. Je vais te raconter un truc chez, chez Dispenza qui est assez intime. Dimanche matin, j'étais dans le séminaire avec Joe Dispenza ce week-end et dimanche matin, il nous fait faire un exercice de respiration active et tout, où il faut serrer le périnée et tout ça.
Et il commence à décrire ça, et il commence à décrire les différents organes et tout. Et je dis à ma chérie, putain, j'ai une angoisse qui monte. Et je suis pas ce genre-là, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai peu d'angoisse, je suis assez tranquille en général. Et là, j'ai une angoisse qui monte et tout. Et elle me voit, je suis comme ça sur mon siège, tu vois, pendant qu'il parle. Alors qu'il parle juste de comment on va devoir faire la respiration. Et puis, et puis, juste 5 minutes après, après être comme ça sur mon siège pendant 5 minutes, je me dis, ok, je vois que derrière cette angoisse, il y a beaucoup de tristesse. Et je commence à la sentir. Et juste 5 minutes après, il est toujours en train de parler de la respiration. Et, euh, et je me mets à pleurer, tu vois. Et ma chérie me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, laisse. Je te raconterai après. Et là, en fait, je vois l'image de un truc dont j'avais pas du tout conscience, tu vois. Mais je, je vois l'image du bébé que je suis. Et en fait, je suis né avec une malformation sur laquelle je suis né sans anus. Donc en fait, on a dû m'opérer dès la naissance. Je suis parti 3 semaines sans ma mère, tu vois, du coup, pour qu'on m'opère, pour qu'on me traite et tout. Et derrière, jusqu'à mes 16 ans, je devais aller 4 à 6 fois par an, tous les ans, à l'hôpital pour vérifier que l'anus ne soit pas refermé, toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, là, au moment où Dispenza parle de tout ça, en fait, au moment où il parle du périnée, de serrer le périnée et tout, en fait, je revis ce truc où j'ai l'impression d'être abusé, que mon corps est un instrument et de pas avoir le choix, en fait, qu'on me fasse tout ça. Parce que c'est les institutions médicales qui me disent de venir et que j'ai pas vraiment l'espace pour exprimer ce que je ressens à ce moment-là. C'est juste, bah voilà, faut aller faire tes rendez-vous médicaux, tes tests médicaux et tout ça. Et j'avais pas conscience du tout que je l'avais vécu comme ça. En tout cas, qu'une part de moi l'avait vécu comme moi, comme ça, avec le bébé à l'intérieur de moi, l'avait vécu comme ça. Et au moment où je prends conscience de ça, ouais, j'ai beaucoup de tristesse en fait. Enfin, je ressens toute la tristesse, toute la détresse, toute la tristesse qu'a pu ressentir l'enfant que j'étais, qui avait pas les outils et pas non plus l'espace pour exprimer tout ça, qui était obligé de contenir en plus tout ça. Et là, je passe juste 5 minutes à pleurer et à m'imaginer pouvoir m'accompagner, que l'adulte que je sois puisse accompagner l'enfant que je suis à ce moment-là, complètement démuni, et pouvoir le rassurer et, euh, et tout ça. Et derrière, je vois qu'au moment où il est rassuré et où il a pleinement été pris dans les bras, comme si un enfant, tu vois, pleurait en fait, il a besoin d'être pris dans les bras 5 minutes. Et au moment où je peux faire ça, au moment où j'ai les images qui émergent et je peux vraiment le ressentir, bah, au bout de 5 minutes, d'un coup, c'est comme si j'étais plus complet, plus joyeux, plus complet, ouais, une part de moi a été réintégrée. Et c'est pas comme si c'est pas comme si je revivais comme, je ne revis pas comme avant de ressentir l'émotion un quart d'heure avant. Je revis plus complet qu'un quart d'heure avant l'émotion. Et du coup, derrière, je peux faire l'exercice et pleinement m'engager dans l'exercice. Et je vois quand quand on parle de l'intérieur de notre corps sur des parties basses de notre corps, ça ne me trigger plus. Alors qu'avant, j'avais toujours une angoisse. Je trouve ça incroyable de se rendre compte à quel point on peut avoir des choses qui sont pas complètes en nous et s'il n'y a pas l'événement qui va nous Hmm, permettre de venir le travailler, en fait, tu peux passer toute ta vie sans être complet, sans te rendre compte d'où il te manque quelque chose et que t'as pas l'événement pour. carrément. C'est fou parce qu'en fait, sans ça, et tu avais conscience que t'étais pas complet, enfin, est-ce que t'avais conscience avant, du coup, de Joseph Dispenza, Non. enfin, forcément, ah, ok, t'avais même pas conscience qu'il te manquait et que t'étais pas complet à ce niveau-là. Non, je voyais juste que j'avais une petite angoisse, tu vois, au moment où je pouvais entendre des trucs autour de ça, où il pouvait y avoir des discussions. J'avais une petite angoisse, mais tu sais, quand t'es en société, bon, t'as une angoisse, tu changes de sujet, tu parles à quelqu'un d'autre, tu sors ton téléphone, tu vois, t'es dans le symptôme, tu vois.
on pousse le symptôme. Et là, là, je peux pas sortir de la salle, je peux pas écouter autre chose. Donc, c'est la première fois où cette angoisse-là, je peux pas l'éviter. Tu vois, je suis face à elle et je suis dans un contexte qui m'empêche d'avoir des mécanismes d'évitement et qui me met face à elle. Et là, effectivement, du coup, j'ai l'occasion. C'est pour ça que j'insiste tellement sur cette idée que nos symptômes sont une opportunité, en fait, pour nous libérer. Et que toute tentative d'éradication des symptômes est une tentative aussi d'éradication de notre lumière. Si une personne, elle veut faire comme toi, elle veut vivre ce que tu as vécu et elle veut se compléter un peu plus, tu lui conseilles quoi? Je dirais de commencer par être avec les centaines d'opportunités qu'elle a quotidiennement d'explorer son inconfort. Parce que la réalité, c'est qu'on a des centaines d'activations quotidiennes de moments d'inconfort qui peuvent être très subtils, très fins ou plus gros, tu vois. Et ça, je pense qu'on en a quelques-uns dans la journée, dans certaines journées, d'explorer notre inconfort. Et notre, en tout cas, je parlais pour moi, mais mon mécanisme de base, c'est de l'éviter ou de me défendre. Tu vois. Si dans ma relation, j'ai une opportunité, je vais me défendre. Tu me donnes des larmes aux yeux, c'est trop bizarre. Genre, je sens que c'est pas, enfin, j'ai compris trop de choses qui se passent en moi dans l'épisode. Je suis curieux, il se passe quoi en toi, juste? Mais je sais pas. En fait, bah, je crois que je me suis rendu compte à quel point j'analysais mal tous les symptômes et que je pense que je suis jamais authentique avec les gens. Enfin, je pense qu'il y a trop de choses que j'agis par interprétation et par attente irréaliste de ce que je veux vivre. Et dans tout ce que tu dis, je me dis, mais en fait, à chaque fois que j'ai des symptômes, je les associe trop à l'événement et à l'action. Alors qu'en fait, c'est juste que intérieurement, je vis jamais en adéquation avec ce que je veux faire au plus. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque podcast, je le comprends un peu plus, mais que là, je l'ai vraiment compris. Et c'est pour ça que je te disais aussi, et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu te pousser à répéter peut-être plusieurs fois la question de, parce que c'est pas aussi simple, parce que je pense que si pour moi, c'est pas aussi simple de le faire, j'imagine que ça l'est pour moi, peut-être la moitié des personnes qui vont écouter. Mais ouais, je trouve que c'est super dur d'aller s'écouter et d'aller vivre vraiment en authenticité avec qui on est. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que je prends autant conscience d'en fait, c'est pas les actions que je choisis mal, c'est moi que j'écoute pas assez. Et qu'en fait, mes symptômes que j'ai depuis toujours, ils viennent juste me dire que je suis pas en train d'écouter assez qui je suis. Mais comme quoi, il faut vraiment un déclic et une chose pour en prendre conscience. Donc merci pour ça. Je sais pas, je suis un peu émue. C'est un peu désolée pour les personnes. Enfin, je sais pas, faudrait que je coupe cette partie ou je sais pas, mais ouais, c'est puissant comme épisode. J'espère que ce que je ressens, ça pourra se retransmettre aussi et que ce que tu as Ouais. partagé, d'autres personnes pourront le vivre. Parce que, je sais pas, j'ai envie que tout le monde puisse vivre cet épisode comme je l'ai vécu parce que je pense que tu as apporté tellement de choses. Et non, ce que je voulais ouvrir, c'était aussi sur Unify Experience parce que du coup, si là j'ai eu 1 heure, ça m'a créé ça. Je me dis, une personne, si elle a ça, c'est quoi? C'est sur 2 jours. Ouais. Je sais pas, enfin, là, j'ai envie, je sais pas, c'est un peu comme si tu m'avais aussi prouvé à quel point ce séminaire est important. Enfin, c'est pas du tout en mode vente que je le dis. Je me dis, si en 1 heure, tu as réussi à créer ça, en 2 jours, enfin, tout le monde doit participer, c'est pas possible autrement. Ouais. Je sais pas si toi, tu veux en parler. Ouais, je peux en parler. Ce que tu décris là, en fait, parce que la majorité des gens vivent. Bon, déjà, il y a la majorité des gens qui ont jamais entendu le message que le symptôme était était à écouter, mais que le symptôme était à écouter. Et pour moi, il y a 3 niveaux de compréhension par rapport à ça. C'est un premier niveau qui est juste, j'ai des symptômes et je cherche à les supprimer à tout prix. Okay, et qu'on se comprenne, hein, ça a une place à certains moments. Je suis pas du tout en train de dire que ça n'en a pas. J'ai besoin d'être fonctionnel aussi dans le monde. Et
il y a plein de moments où je vais utiliser des stratégies pour pouvoir continuer à fonctionner comme je peux fonctionner. Voilà. Et comme j'ai besoin de fonctionner et comme j'ai envie de fonctionner. Donc, ça, c'est le premier niveau. Là où ça devient une limite et un problème, c'est lorsque, lorsque je n'ai jamais de temps pour les écouter. Et que dans la journée, on ne puisse pas prendre le temps de regarder tous nos symptômes, ça me paraît complètement normal. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est quand je n'ai pas de temps qui est prévu dans ma journée ou dans ma semaine pour regarder qu'est-ce qui se passe en moi et écouter qu'est-ce que ça vient me dire. Le deuxième niveau, c'est je comprends le message intellectuellement, mais comme je ne l'ai pas vécu et je comprends le message intellectuellement, mais la part qui continue à me diriger, c'est celle qui a besoin de se protéger, qui veut être en sécurité, qui veut être aimée, qui veut être validée. En fait, le message, il va toujours être distordu par cette part-là, et cette part-là va toujours réussir à lire et interpréter le message d'une manière qui ne remette pas en question la manière de vivre, qui la met le plus en sécurité, qui lui permet de se rapprocher le plus de la validation. Et donc, le message, il est complètement distordu. Tu vois, et d'ailleurs, le message, il perd son essence, puisqu'il est juste une manière de se rassurer dans continuer dans la même voie qui me rend malade. Et il y a un troisième niveau de compréhension qui est un moment où c'est plus une compréhension mentale, mais c'est une intégration. Soit je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu dans tout mon corps, et les différents symptômes en général qui vont nous faire le vivre dans tout notre corps, c'est je vais avoir, je peux avoir des frissons, je peux avoir des larmes, je peux voir le monde de manière plus lumineuse, je peux sentir mes épaules qui se relâchent. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter, mais c'est quelque chose que quelqu'un va ressentir à un moment donné, qui la connecte à l'intérieur d'elle-même à un sentiment de telle vérité qu'il n'est plus ignorable et que il devient beaucoup plus difficile pour la part qui veut être validée, qui veut être en sécurité, de réussir à distordre le message sans que cette autre part puisse dire non, non, en fait, c'est autre chose. On l'a déjà vécu, on sait ce que c'est. Et là, on n'y est pas, en fait, à travers la manière de vivre dont tu es en train de nous partager. Et ce troisième niveau, pour moi, c'est un niveau d'intégration où c'est plus un message que tu peux transmettre dans un podcast ou quoi, mais c'est un message où ta vie va démontrer tous les jours que tu l'as compris. Et tu sais que tu l'as compris quand tu as du temps tous les jours pour t'arrêter, que tu as des moments d'inspiration toutes les semaines, que tu te sens que au moment où tu commences à avoir certaines sensations dans ton corps qui est désagréable, plutôt que de prendre ton téléphone comme tu le faisais avant, tu vas t'arrêter pour respirer, pour observer. En fait, tu sais que tu l'as intégré, ce message que tes symptômes sont en train de te guider vers ton authenticité, au moment où ta vie démontre que tu vis en accord avec ça. Si, quand tu as un symptôme, ton premier réflexe, ça continue de prendre le Doliprane, de prendre un café, de prendre le machin, en fait, c'est que tu n'as pas compris. c'est que tu crois pas. c'est que tu crois pas que les messages sont en train de te guider. Si tu croyais profondément, tu t'arrêterais. C'est que tu crois davantage encore que le but est d'être en sécurité et de continuer dans cette voie-là. Et ce que je me proposais à travers Unify Experience, c'est justement, on appelle ça Unify Experience pour cette raison-là, Unify, donc l'expérience où on unifie ces parts-là, où tu n'as plus besoin de continuer à vivre avec des parts que tu mets de côté pour continuer à survivre. Et où le but est de faire vivre cette expérience aux gens, faire vivre une telle expérience de connexion à quelque chose de plus grand que ils peuvent plus revivre de la même manière le lendemain de l'expérience. Donc, c'est difficile de rentrer en détail sur le programme, et il y a une page de vente pour ça. Mais ce que je veux faire sentir aux gens, c'est ça, en fait. C'est les connecter à ça,
de manière où le jour où tu fais l'expérience de cette lumière à l'intérieur de toi, tu peux plus vivre comme tu le faisais avant. C'est comme c'est comme le jour où tu goûtes un vrai fruit ou un vrai légume bio qui sort de la ferme. Tu peux plus manger les légumes de Carrefour et te dire qu'ils sont bons, quoi. Mais tant qu'on t'a raconté que les légumes étaient bons dans la ferme, mais que tu les as pas goûtés, tu peux pas vraiment comprendre. C'est comme un orgasme. C'est quand tu as 13 ans, on peut te raconter à l'école ce qu'est un orgasme, tu vois. Tu peux te dire ah, ça a l'air cool. Mais en fait, tu sais ce que c'est que quand tu le vis. Et c'est pareil pour moi sur ça. Et c'est vraiment mon intention de proposer ça et de faire vivre cette expérience d'unification au départ aux gens qui vont venir nous rejoindre. Et je vois au-delà de la partie, vente, je vois vraiment ça comme une opportunité parce que j'ai envie de dire que ça franchement, ça fait des semaines que je comprends pas d'où viennent mes symptômes. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir que des opportunités qui me plaisent. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout va bien et qu'il y a pas de raison. Et ça fait quand même des semaines que je continue à un jour aller bien, un jour aller pas bien. Enfin, il y a des trucs que je comprends pas. Et j'ai l'impression que c'est que ce podcast qui m'a fait comprendre ça. Donc, si une personne est encore en train de nous écouter et a un doute, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle aura ses réponses. Si je les ai eues en 1 heure, en 2 jours, tu les auras, c'est sûr. Merci énormément pour ça. Enfin, là, pour le coup, pour moi, le podcast était génial, donc merci beaucoup. Good. Bah, merci en tout cas d'avoir joué le jeu et puis de t'être ouverte sur le podcast. C'était cool.